D'abord, on fait les directions et dépendances, comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez me donner direction et dépendance pour le champ magnétique? Je vous écoute, hein. Comment on fait Je vous écoute. Quelles sont les invariances et quelles sont les invariances et quelles sont les symétries de ce problème? Tout le monde a décroché là. Je suis toute seule devant mon ordi. Bon, c'est pas. Les invariances, c'est UR, UZ. C'est la symétrie, désolé, pardon. Donc, invariance? Invariance, déjà, encore. J'entends pas du tout. Donc, C'est par par rotation? θ et Z, non? Yes, mais pourquoi en fait? Quel est dans l'énoncé? Parce que normalement, en fait, dans l'énoncé, on vous dit que vous avez un conducteur de hauteur de dimension finie. On est d'accord? Donc, a priori, vous savez que si on a un conducteur de dimension finie, on ne peut plus appliquer en fait les règles que vous connaissez pour les symétries et les invariances. Normalement, il faut calculer toutes les composantes du champ magnétique. Par contre, il y a une information dans l'énoncé qui vous permet de dire, eh ben en fait, c'est bon. C'est quoi l'information dans l'énoncé qui vous fait dire, en fait, on va traiter ce cylindre comme s'il s'agissait d'un cylindre infini? Ils ont dit qu'il était stationnaire. C'est le régime stationnaire. Oui, donc ça veut dire que ta source de champ magnétique, effectivement, est constante. Donc, pour cela, je suis d'accord. Mais il y a autre chose, je pense, dans l'énoncé qu'il faut souligner. Pour pouvoir dire, en fait, je considère ce système comme s'il s'agissait d'un conducteur infini, de dimension infinie. Comment ils sont H et A? Ils sont H est plus grand que A. H est beaucoup plus grand que A, d'accord? Donc, en gros, vous considérez... Oui. D'accord? C'est ça la condition qui vous permet de dire c'est là. Autrement, il faut passer par un calcul de composantes, d'accord? Et du coup, on sait que B, R, θ, Z, en réalité, est égal à BR. Et est-ce que quelqu'un peut me donner un plan de symétrie ou antisymétrie pour calculer? Le plan de symétrie, pour le plan de symétrie, on a UZ, UR. Ouais. Et pour le plan d'antisymétrie, on a UR, Uθ. Ouais, donc le plan de symétrie, UR, UZ, bon, j'aurais dû mettre le M d'abord. Donc, ce qui fait, en fait, le plan de symétrie, pour moi, il suffit. Certes, le plan d'antisymétrie vous permet d'être sûr que les composantes, en fait, que vous avez trouvées à travers le plan de symétrie sont justes. Mais bon, on l'a fait 40 fois cet exo. Donc, vous savez que B, il est orthogonal au plan de symétrie. Et donc, a priori, BM, il sera parallèle à Uθ. Vous êtes d'accord? Donc, Ouais. BM est égal en fait à BR Uθ. D'accord? C'est bon pour vous? Yes? Est-ce que vous avez des questions? Ça va tout ça ou pas? Non, ça va Ouais, là, pour l'instant. C'est pas très compliqué. Par contre, ici, ici, en fait, il va falloir calculer. Qu'est-ce qu'on vous demande d'un B? Désolée, j'ai pas l'énoncé sous les yeux. Je vous laisse recopier tout ça, comme ça je peux changer de feuille.
de page. En intégrant une équation de Maxwell sur un contour bien choisi, déterminer vecteur de B. Ouais, et est-ce qu'on vous demande où? Ah oui, est-ce qu'on vous demande où il faut calculer B, à l'intérieur ou à l'extérieur? Sur un contour bien choisi, c'est ce qui est écrit. Ok, donc on ne dit pas forcément, on va dire à l'intérieur. Bon, après, à l'extérieur, c'est comme si vous aviez un fil infini, hein. D'accord? Donc, vous connaissez déjà l'expression. Dites-moi juste quand c'est bon pour vous. Désolée pour le bruit. Vous me dites si c'est bon pour vous? Juste une seconde, s'il vous plaît. Je pense que c'est bon, madame. Merci. Ok. Ok. Let's go. Ok, donc, comment vous faites pour calculer le champ magnétique? On utilise une équation de Maxwell, Oui, laquelle? Faraday. Are you sure? Ah Monsieur non, pas Faraday? Faraday, non, c'est... On peut utiliser Maxwell flux, non? Si. Div de B égale à 0, elle va pas forcément nous amener très loin. C'est Maxwell Ampère? Yes, ok. Donc, est-ce que vous pouvez me donner l'équation de Maxwell-Ampère en régime stationnaire, s'il vous plaît? C'est rod de B égale à mesure J. Oui, très bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on vous demande d'intégrer cela sur un contour bien choisi? Quel est le théorème d'analyse vectorielle que vous connaissez qui fait apparaître le rod de B? Allez chercher. Là, je ne vous aide pas, vous le connaissez. Donc, je vous laisse chercher.
Bon, vous êtes toujours là? C'est quoi le théorème d'analyse vectorielle que vous connaissez qui vous fait apparaître rod de B? C'est Stokes? Ouais. Est-ce que tu peux me l'énoncer? Oui. Avec tout, hein. Alors, c'est l'intégrale fermée de B dl qui est égale à l'intégrale triple de rod de B ds. Triple? T'es sûr? Non, double, pardon. Ok. Donc, est-ce que ici, il y a des choses que je dois... Il y a des choses, il y a des trucs fermés que je dois mettre? Tout va bien pour vous? Ouais. En fait, ici, c'est encore différent. Oh là là, on vous demande carrément d'appliquer un vieux truc. En fait, vous n'avez même pas besoin de passer par ça. Est-ce que vous pouvez me redire votre question, s'il vous plaît? La 3B? Comment? Tu veux qu'on relise la question? J'ai pas Oui, saisi. s'il vous plaît. Ok. Et en fait, vous la réalisez vous aussi, là, pour vraiment comprendre ce qu'on vous demande. En fait, c'est encore plus simple. Je vous ai amené un peu hors piste. C'est encore plus simple. Lisez vraiment la question et dites-moi qu'est-ce qu'on va utiliser ici pour calculer B. On va juste faire un pair en fait. Exactement, on va utiliser le théorème d'Ampère. Si on vous demande en fait de calculer le champ magnétique, si on vous demande en fait de calculer le champ magnétique en intégrant sur un contour choisi, là c'est vraiment tout simple, hein. Il suffit d'aller appliquer le théorème d'Ampère qui vous dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider et me rappeler le théorème d'Ampère? Après, c'est toujours utile d'avoir ça. On a rappelé le théorème de Stokes, ça ne va pas nous faire de mal. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème d'Ampère? Que le contour il est égal à l'intégrale fermée de BDL et que, Ouais. et que ça c'est égal à mu0 i enlacé. Yes. Ok. Et donc ici, bon, je pense que tout le monde sera d'accord si j'écris que BDL, en gros ici vous avez le cas de figure typique qui est si vous avez votre fil par exemple de courant ici, là vous avez votre courant, votre contour fermé comme ça, ok, de rayon petit r. J'essaie de faire un truc bien, mais j'ai eu une sauvegarde d'entre-temps. Donc BDL est égal à B 2πr qui est égal à mu0 i à la c. Et pour calculer en fait le i en la c, vous devez tout simplement JDS. Donc ici vous avez i sur pi a carré et le ds ici sera égal à pi petit r carré. D'accord? C'est ça notre... si vous êtes en petit r inférieur ou égal à a. Et donc à l'intérieur de votre conducteur, qu'est-ce que vous avez? Si on met tout ensemble, r de pi r est égal à mu0 i. Donc le pi, il part avec le pi ici. Ici, vous avez r carré sur a carré. Et donc, on devrait avoir que BR est égal à mu0 i petit r sur 2 pi a carré.
OK? Et bien sûr, si vous voulez l'écrire avec le vecteur, BM est égal à mu0i petit r 2pi a carré uθ. Donc, on a bien une dépendance à un petit r et une direction selon uθ. Est-ce que ça va tout ça? Oui? Je ne vous entends plus très bien, j'ai peur d'avoir un souci de connexion. Ça a un peu grésillé. Vous n'avez pas de Non, non, soucis. non, ça va, vous inquiétez pas. Non, Ça va? Ok, ça super. va, là. En fait, ça a grésillé un moment. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai tout perdu. Est-ce que je peux changer de feuille? En fait, c'était beaucoup plus simple que je le croyais, hein. Ici, il s'agit tout simplement d'utiliser le théorème d'Ampère. Ok? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce que je peux changer de feuille? Vous avez eu le temps de noter. Donc, le BDL ici, j'ai oublié de mettre le gamma majuscule ici. Il s'agit en fait comment dire? Oh là là, je ne trouve plus mes mots. Il s'agit de votre contour fermé sur lequel du gamma majuscule, c'est je reprends, désolé. Le gamma majuscule en fait représente le contour fermé sur lequel vous allez calculer votre I enlacé, d'accord? Et donc, vous avez que si ça c'est petit r, votre cylindre, juste pour un rappel, hein, après vous n'en avez pas forcément besoin, je sais que vous vous rappelez tous très bien du théorème d'Ampère. Donc ça c'est mon cylindre que j'ai dessiné bien sûr en biais. Madame, Oui, c'est R inférieur ou égal à A? C'est pas juste R inférieur à A? c'est inférieur et égal. Pourquoi c'est r inférieur ou égal à a? Je sais pas, moi, normalement, le égal, on le met plus souvent sur le supérieur, non? Ah non, mais parce qu'il y aura pas de. Il sera pas défini. Non, même pas, qu'est-ce que je raconte. Non, mais c'est parce que du coup, en fait, quelle est la condition qui te fait dire que c'est petit r inférieur ou égal à a? En fait, qu'est-ce qui est implicite dans le petit r inférieur ou égal à a? J'ai pas compris, madame, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi j'ai pas mis juste petit r inférieur à a et j'ai mis petit r inférieur ou égal à a? Qu'est-ce que vous vous rappelez quand on décidait les bornes en fait d'un exercice, quelle est l'information qui est sous-entendue quand je mets l'inférieur ou égal? Qu'est-ce que cela sous-entend? Ben, est-ce que la continuité et la discontinuité vous parlent?
Le concept de continuité, discontinuité vous parle. Quand vous avez un J volumique, il n'y a pas de discontinuité en fait. Hein. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Oui, on écoute, on écoute. Vous avez un courant volumique, donc il n'y a pas de discontinuité, ce qui veut dire que vous devez mettre petit r inférieur ou égal à A. Après, je suis d'accord, on a l'habitude en fait de le mettre plutôt à l'extérieur. Je sais que je vous ai appris. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai en tête, Oui, oui, oui. généralement. Oui, mais après, c'est pas faux en fait. Ah, mais vu que c'est continu, on peut mettre dans l'un ou l'autre, ce sera la même valeur, ça? Exactement. C'est juste que pour des raisons de calcul, je vous ai dit souvent de le mettre à l'extérieur pour ne pas vous tromper quand vous allez résoudre et vous allez calculer vos intégrales, d'accord? Mais enfin, ça vient du fait qu'il n'y a pas de discontinuité, d'accord? Ah, en gros, c'est si jamais il y a discontinuité ou qu'à l'extérieur il est nul ou quoi, là, faut faire bien attention. Parce que du coup, Exactement. ok, très bien, C'est ça. merci. That's it. Ok, je change de feuille. Je peux? Ouais. C'est parti. Ouais. Allez, vecteur de pointing, la formule. R ou pi majuscule, ça dépend des cours. Dites-moi comment je calcule le vecteur de pointing. Donc E, juste, je le note ici. Donc pour B, on a trouvé qu'il était égal à mu0 IR. Mu0 IR 2 pi A carré U θ. Et E, c'était quoi? On m'a dit que c'était I gamma pi A carré UZ. Ok? Donc, comment on calcule le vecteur de pointing? En fait, c'est une formule. Hein. Vous l'avez trouvé la formule ou pas dans vos fiches? Ouais, la formule, c'est E vectoriel B sur mu0. Exactement. Sur mu0, ça veut dire que si vous remplacez... Donc déjà, le vecteur de pointing, il est obligatoirement orthogonal au champ électrique et au champ magnétique. D'accord? Donc ça, c'est obligatoire. Et donc ici, vous avez I carré R, si vous remplacez tout, comme E, il est selon UZ et B, il est selon Uθ. Donc vous n'avez pas Uθ vecteur UZ, mais vous avez UZ vecteur Uθ. Ici, vous avez un moins UR qui apparaît. Le moins, il vient de ça. Vous avez 2 gamma, pi carré, et vous avez A puissance 4. C'est ça? Ouais. Donc ça, c'est notre vecteur de pointing. OK? Ensuite, on vous demande de calculer avec la puissance rayonnée. N'est-ce pas? Je vous laisse quelques minutes pour noter. Et donc, on vous demande... Mince, j'ai changé de feuille. Allez. Calculer la puissance électromagnétique rayonnée, P rayonnée, P ray, à l'extérieur du barreau. Donc, en gros, vous avez ce barreau et normalement, dans le cours, vous avez une formule en fait pour calculer la puissance rayonnée. Comment calcule-t-on la puissance rayonnée quand on a un vecteur quand on a déjà calculé le vecteur de pointing? Bah, alors, la formule du cours, c'est donc puissance rayonnée, double intégrale fermée de RDS. Yes. Et ds, c'est quoi en fait? Dans notre cas, c'est quoi? Vecteur de surface. Ouais. Et en fait, c'est quoi? Dans notre cas, c'est la surface de qui? Notre conducteur. Ouais, du barreau. Ah, ok. Le barreau, ouais, le conducteur, ce que vous voulez. D'accord? Et donc ici, je vous conseille de mettre P ici et P là. Pourquoi? Parce que ici, on a que P appartient à la surface extérieure du barreau. Est-ce que vous voulez essayer en fait de calculer cette puissance rayonnée? Pardon, je vais écrire ici puissance rayonnée quand même, ça serait mieux. Et je vous laisse quelques minutes pour écrire l'intégrale, je vais chercher de l'eau, d'accord? Et je reviens.
Est-ce que c'est bon? Quelqu'un peut m'aider? Comment on écrit cette intégrale de surface? En fait, c'est quoi la surface à travers laquelle comment dire, votre vecteur de pointing va rayonner de l'énergie? Qu'est-ce que vous avez ici dans votre formule en fait? Vous avez un produit scalaire. Donc avant d'écrire la formule, qu'est-ce qu'on sait? On sait que R est parallèle à UR. Donc afin que l'intégrale, que la puissance rayonnée ne soit pas nulle, quel est en fait l'élément de surface cylindrique qu'il faut aller considérer pour éviter que le produit scalaire soit nul? Ah, ça, vous savez. Quelle est la direction en fait de cet élément de surface pour éviter que le produit scalaire soit nul? Si votre surface latérale, si vous allez prendre la surface latérale selon Uθ, le produit scalaire il sera nul. On est d'accord? Oui ou non? Est-ce que vous êtes toujours là? Si, mais du coup, on est obligé de prendre UR, c'est ça? UR. Donc, si vous prenez l'élément latéral, enfin l'élément de surface qui est parallèle à UR pour un cylindre, votre ds, il est égal à quoi? Ça, c'est pour un cylindre, d'accord? C'est la surface latérale d'un cylindre. Ça, il ne faut pas oublier. Ça, vous savez, hein? Quel est l'élément de surface infinitésimale d'un cylindre? Si on veut la surface latérale, c'est RdA dθ. C'est R? Non, que je raconte. Rd θ dz. Yes, R dθ dz. Du coup, ici, j'aurai quoi? Vous cherchez les bornes de l'intégration là, ça? Ouais. Là, du coup, 0,2 pi et 0h. Alors, je cherche 0, 2 et z entre 0 et h. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Ok. Donc, si vous êtes ici, vous allez remplacer pi a carré, oh non, c'est i a carré, 2 gamma, dites-moi si j'oublie des trucs, A4, il y a déjà un pi carré ici. On a dit ça, c'était selon UR, quel R? On a dit R dθ dz UR. D'accord? Quand vous appliquez votre vecteur de pointing, en fait, là, vous êtes à l'extérieur. Donc, a priori, vous êtes en train de prendre, en fait, votre puissance rayonnée par le barreau
Sinon, oubliez ce que je vous dis. D'accord? Je reviendrai après là-dessus, mais voilà, on considère juste ça. Oubliez ce que je viens de vous dire. Ok, donc ça veut dire que notre puissance rayonnée, elle est en fait égale. Donc à l'extérieur, vous n'avez pas de vecteur de pointing, hein. Vous avez calculé le champ électrique dans votre conducteur. Il n'y a pas de vecteur de pointing. Et donc, puissance rayonnée est égale à moins I carré H gamma pi A carré. Ok? Et donc, si vous... Enfin, c'est ça votre résultat en gros, hein. RD juste, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. La puissance rayonnée, elle est rayonnée par la surface extérieure du barreau. Donc ici, c'est pas Rdθ dz. Ici, c'est Adθ dz, hein. D'accord? Vous êtes sur la surface du barreau. Je vous mets là, surface externe du barreau. Donc, petit r est égal à A. Et donc, ici, vous avez que la puissance rayonnée est inférieure à 0. Et cela est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que vous avez que R, en fait, il est selon moins UR. D'accord? Donc, vous avez une puissance rayonnée qui est négative. Vous partez d'un vecteur de pointing qui est négatif. Ça veut dire qu'il va, le vecteur UR, en fait, il va dans le cylindre. Ok? Est-ce que j'ai mis tout? Ouais, tout est bon. Donc, prochaine question, c'était quoi? Ah, DU sur DT. Est-ce que ils vous ont donné la formule de l'énergie pour la densité volumique d'énergie? Petite U dans le cours. Attendez, juste, je vois que j'ai une question. Je vois qui m'a envoyé une question. Je suis même pas sûre que ce soit vous. Est-ce que c'est vous? Oui. Ah, merci, John, je viens de voir maintenant. Mais j'avais pas le chat en fait. Quand j'ai OpenBoard ouvert, je n'ai pas les notifications du chat. Donc voilà. Je peux changer de feuille, comme ça on parle de l'énergie. On fait un rappel en fait. Sauf si vous avez déjà votre fiche qui est prête, je vous fais un rappel de cours. On peut y aller. On peut y aller. Donc, l'énergie volumique, la densité d'énergie volumique, elle est donnée en petite u, donc c'est un u minuscule. Et la formule qu'on vous a donnée dans le cours, je pense que c'est celle-ci qui est la bonne en fait. Et sur n'importe quoi, c'est pas un vecteur ici, c'est un e carré divisé par 2 plus b carré de mu 0. Est-ce que ça vous parle ça? Oui? Un petit peu. Un petit peu. Mais donc, on sait que ça, c'est une densité volumique d'énergie. Ça veut dire que si on veut avoir la densité d'énergie, d'accord, pas volumique, tout simplement la quantité d'énergie, U majuscule, sera égal à U, enfin U de P, en fait, des taux.
D'accord? Il va falloir effectuer l'intégrale triple. D'accord? Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On est un régime stationnaire. On est d'accord? Donc, comment ils sont E et B, selon vous? Est-ce qu'ils changent au fur et à mesure en fonction du temps? Parce que rappelez-vous, vous avez DU sur DT, d'accord? Si vous faites DU sur DT, qu'est-ce que vous allez trouver selon vous? Donc, si on est un régime stationnaire, est-ce que E et B, ils évoluent en fonction du temps? Si vous êtes dans la même position. Comment ils sont E et B par rapport au temps? Un régime stationnaire. Ils dépendent pas du temps. Constant. Oui, bien sûr. Donc, E et B sont indépendants du temps. Vous m'avez donné les deux bonnes questions en 5 secondes. Donc, sont indépendants du temps. Donc, constant ou constante. Il s'agit de deux constantes. D'accord? Donc, si vous faites E, vous avez que ici, vous allez trouver une constante. On est d'accord ou pas? C'est une constante. Cela ne varie absolument pas puisque E et B ne dépendent pas du temps. Et donc, si vous faites DU sur DT, qu'est-ce que vous allez trouver? Si vous dérivez une constante, quel est le résultat? 0. Yes! Et ici, je vous le remets, même si c'est là, vous êtes un régime stationnaire. Est-ce que vous êtes convaincu? Après, vous pouvez le faire, hein, mais vous allez voir que comme il n'y a pas de dépendance, en fait, dans les expressions de E et B, vous n'avez pas de dépendance de T. Donc, vous êtes en train de dériver des constantes. All right? Oui, ça va. Parfait. On continue. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la question 7? On vous demande de calculer la puissance cédée aux charges, P charge. Normalement, ils vous ont donné ça aussi dans le cours. Je vous écoute. Là, on est en train d'appliquer, en fait, puissance cédée aux charges. Comment on calcule la puissance cédée aux charges? Normalement, vous avez une formule tout simple pour les conducteurs. Alors, je suis pas sûre, mais est-ce que c'est triple intégrale J E des taux? Yes, c'est exactement ça. Parce que j'ai aussi écrit P mobile. Du coup, je suis plus sûre de. Pardon? J'ai aussi écrit P mobile. Du coup, je suis plus sûre de c'est laquelle. Peut-être mal écrit. Non, c'est ça. C'est ça. Et juste, madame, du coup, vous pouvez expliquer la question d'avant, ça correspond à quoi, le gros U, là? Enfin, C'est la densité d'énergie. En fait, c'est l'énergie, en gros. Ok. Si tu veux avoir accès à l'énergie, en fait, tu vas intégrer ta densité d'énergie. Si tu as une densité volumique d'énergie, tu auras des joules par mètre cube. Ok, d'accord. D'accord? Ici, il manque un truc. Ouais, non, des taux, c'est bon. Donc, si on calcule la puissance cédée aux charges, donc P appartient au volume que vous considérez, d'accord? Donc, J scalaire E, ça nous donne quoi en fait? Si, comme on est dans un conducteur, J est égal à gamma E, donc ici vous avez un gamma E que vous appliquez dans un point P, ok? Ici, vous mettez un P entre parenthèses et DTP pareil. Hein. Vous êtes un point
dans un point donné. P. En fait, vous calculez la puissance cédée aux charges dans un point. Vous n'êtes pas en train de considérer la puissance globale, vous vous mettez dans un point de mesure, entre guillemets. D'accord? Bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous reprenez la formule du champ électrique, vous remplacez ici. Donc, vous avez gamma I carré. Ici, il y a un gamma carré pi carré A puissance 4. Parce que du coup, c'est un E carré, ouais, donc ça devrait être juste. Et pour le volume du cylindre, vous avez pi A carré H. Donc la puissance cédée aux charges, finalement, sera égale à H sur pi A carré sur gamma I au carré. Je crois que c'est bon parce que A et A, ça part, donc il reste un A carré. Il y a un pi, c'est bon, et le gamma, c'est un ici. Donc ça, c'est votre puissance cédée aux charges. Et donc après, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc c'est vraiment, vous voyez là, pour le coup, il faut juste comprendre qu'on est à l'extérieur, donc on se met dans un point donné. Après, c'est vraiment, j'applique la formule. D'accord? Et maintenant, je vais en fait faire un bilan d'énergie. Donc ça aussi, je pense qu'on vous a donné une formule dans le cours. Une formule que pour le coup fait apparaître du sur dt. Est-ce que je peux continuer ou je vais trop vite? Dites-moi. Ça va pour vous? Je peux continuer? Je pense que ça va. Après, je sais pas pour les autres. Ok, donc le bilan d'énergie, comment on vous l'a présenté dans le cours? Vous avez certainement un DU majuscule sur dt. Ce DU majuscule sur dt est égal à quoi? Allez chercher, regardez. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment est-ce qu'on peut relier le DU sur dt? Finalement, en fait, à chaque fois que vous divisez une énergie par un temps, vous avez une puissance. D'accord? Donc ça, juste pour rappel, mais si vous divisez une énergie par un temps, vous avez une puissance. Et ça sera vrai toujours. Ah, du coup, on a la puissance de l'énergie, non? Oui. Est-ce que vous avez, dans le cours, il y a un moment où on vous a parlé en fait de du sur dt qui est égal à d puissance. Normalement, et vérifiez, hein, normalement vous avez que du sur dt est égal à la puissance reçue par rayonnement moins la puissance cédée aux charges. En fait, en gros, vous êtes en train de voir quelle est la puissance. Alors, en fait, le fait d'avoir un champ électrique et un champ magnétique à l'intérieur en fait, de ce barreau, qu'est-ce qu'il fait? Il génère un vecteur de Poynting, R, d'accord? Et le vecteur de Poynting, il est relié au bilan d'énergie, d'accord? Donc nous, on veut savoir finalement quel sera le bilan total d'énergie. Est-ce qu'on aura créé de la puissance? Est-ce qu'on en aura perdu, etc. Ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? On sait que la puissance reçue par rayonnement
est égal à moins P rayonné que vous avez calculé. D'accord? Vous l'avez sous les yeux, le P rayonné que on a calculé tout à l'heure? Ou pas? Je vous le donne. Donc ça, c'est la puissance cédée aux charges. La puissance rayonnée qu'on a calculée tout à l'heure était égale à moins I carré H sur gamma pi A carré. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si vous remplacez ça dans l'expression, vous avez du sur dt qui est égal, mince, ça c'était pour faire disparaître la fenêtre de Teams. Donc, vous avez que du sur dt est égal à la puissance reçue, donc moins pi rayonné, I A carré moins la puissance cédée aux charges, ça veut dire I carré H sur gamma pi A carré. Et donc, cela est égal à 0. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. On est en régime stationnaire. Donc, tout cela est complètement normal. En gros, toute la puissance rayonnée correspond à la puissance qu'on cède aux charges. D'accord? Vous avez un bilan qui est globalement nul. OK? D'accord? Donc ça, c'était bon. Ouais. Est-ce que ça va tout ça? Donc ça, vous voyez, c'est vraiment l'application des formules, c'est pas aller très loin. C'est bon pour vous, dites-moi. On peut continuer sur la partie B? Ouais? Vous êtes toujours là? Oui, je pense qu'on peut y aller. Ok. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est vraiment je calcule et après je regarde, j'applique les formules. Alors, dans la partie B, on vous dit maintenant que vous avez un solénoïde, d'accord? Dans ce solénoïde, en plus, on vous donne les formules du champ magnétique et du champ électrique au sein du solénoïde. Donc, mu0, le mu0, je vais essayer de l'écrire différemment. Donc, mu0 n i uz. Est-ce que vous êtes d'accord? Juste confirmez-moi que j'écris les bonnes choses. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'expression du champ électrique? Le champ électrique, si vous voulez le calculer, il faut utiliser Maxwell impair pour le coup. D'accord? Donc, dites-moi, quelle est l'expression du champ électrique pour le solénoïde? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un solénoïde de rayon quoi? De rayon A, inspire par unité de longueur. Bon, comme d'hab. Hein.
bah, E est égal à moins mu0 n dI, dI sur dt, donc qui sera selon Uθ, tout divisé par 2, c'est ça, je vérifie, je ne les connais pas par cœur, les formules. Fois R. Fois R, oui, il manquait un petit R. D'accord. Et du coup, il vous dit quoi? Parcouru par un courant I de T. Moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ouais, je vais le changer, je vais le mettre en minuscule en fait. Je l'ai mis en majuscule, mais comme ça, on ne le confond pas. Ici et là. Donc, il manque un petit R que je mets ici. Ici, je vais mettre I de T, et ici, c'est UZ. Première chose qu'on vous demande, c'est de calculer le vecteur de pointing, donc E vecteur B, sur mu0, ce qui fait que, si vous voulez, je vous laisse le temps de calculer, mais ce n'est pas vraiment le cœur de l'exo. Je vous donne le résultat, vous vérifiez à la maison. Moins mu0, n carré, I de T, du coup. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle I de T, dI de T, I de T sur dt, petit r, divisé par 2 UR. D'accord, donc ça c'est notre vecteur de pointing, c'est cohérent. Uθ, UZ, ça fait bien UR, mais vous avez un moins devant, du coup ça vous fait un moins, enfin, ça vous fait un vecteur de pointing négatif. D'accord? Yes? Madame, en fait, j'arrive pas trop à lire l'expression pour le champ électrique. Vous l'avez normalement. Vous l'avez sur votre. Je sais, j'ai fait un truc très moche. Je vais le réécrire. Non, d'accord, ok, je l'avais pas vu dans le Vous l'avez en fait. D'accord? Oui. Donc j'ai juste très mal écrit. Parce que j'ai décidé de changer en cours de route. Et ici, on a dit qu'il est selon Uθ. Ok? Bon, et les données. Donc, déterminer le vecteur de pointing. Maintenant, il faut... en fait, on a montré que l'expression de l'énergie électromagnétique... Ah, mon ordi. On a montré que l'expression de l'énergie électromagnétique est égale à ça. Donc, on a vu, je peux me mettre à côté. Ça, c'était la question 9. Du coup, pour la question 10, je peux me mettre ici. Et donc, on sait que U est égal à quoi? On a vu tout à l'heure que c'est égal à petit u, densité volumique d'énergie intégrée dans la totalité du volume. Et donc, ici, on aura E0, epsilon 0, pardon, je ne sais pas ce que j'ai. Epsilon 0 E carré sur 2, plus B carré de mu0, ici vous êtes dans un point P, toujours P qui appartient en fait au volume que vous êtes en train d'intégrer, logiquement, d taux pour un point P. Et ici, je me trouve bêtement en fait avec l'élément infinitésimal de volume pour un cylindre. Donc j'aurai petit r entre 0 et A, θ comme d'hab entre 0 et 2π, et Z entre 0 et H. Ici, ça n'a pas vraiment d'importance de poser en fait de la position relative du solénoïde sur l'axe Z. D'accord? Ce qui fait que si je remplace maintenant avec les expressions au carré de champ électrique et champ magnétique, j'aurai epsilon 0 mu0 au carré n carré dI sur dt, dI de t, tout au carré. Et du coup, ici, j'ai un 8, parce que j'avais un 2 tout à l'heure, avec le 2 ici, ça me fait 8, r carré, plus mu0, n carré, I de t au carré, sur 2. Donc tout ça, je peux le mettre entre parenthèses. Et ici, j'ai r dr, dθ, dz.
Donc ça, c'est, je vous le mets ici, c'est l'élément infinitésimal de volume pour un cylindre. Rien de exotique. Quelque chose que vous avez déjà vu plusieurs fois. Ok, donc si je vais intégrer tout ça, je pense qu'il va falloir que j'aille à la page d'après. On a que la partie en dθ et dz, elle s'intègre très rapidement. Et donc, il nous reste une expression de U de ce type. Donc, vous avez 2πh. En gros, ici, j'ai déjà résolu les intégrales. Peut-être suivez d'abord, parce que ce n'est vraiment pas compliqué, c'est juste quelques passages. J'ai intégré, en fait, la partie en θ et h. Et je me retrouve maintenant à devoir intégrer cette partie en petit r entre 0 et a. Ici, j'ai mu0, c'est juste laborieux, ce n'est pas compliqué. J'ai un mu0 n carré, mu0 n carré. Pourquoi le mu0 il a disparu là? J'aime pas ça. Parce que du coup là j'ai un mu0, epsilon 0 mu0. Ah si, il y a un c qui est apparu, tout va bien. N carré di de t sur dt, tout ça c'est au carré, divisé par 8, ça c'est un 8, c'est au carré, r cube dr, plus mu0, n carré, i de t au carré sur 2, r dr. Donc il va falloir résoudre cette intégrale. Ça va tout ça ou pas? Bah, vous pouvez continuer, hein. Vous me dites si c'est bon pour vous?
je peux continuer avec la résolution de l'intégrale. Il nous reste 2 lignes de passage. Et après, on y est. Hein. C'était un montrer que. Du coup, l'avantage, c'était qu'on avait, on avait déjà le résultat. Ouais, je peux y aller? On peut y aller. Cool. Alors, je continue. Par rapport à la page d'avant, j'essaie de sortir quelque chose en fait de plus. Et en plus, j'ai intégré. Du coup, j'aurai DI de T sur DT tout au carré. A puissance 4, 32C au carré, plus I de T au carré, A carré sur 4. Mu0 pi h, n au carré, dI de t sur dt, a puissance 4, 16c au carré, plus I de t au carré, a carré sur 2. Est-ce que c'est ça qu'on devait trouver, notre résultat, notre montrer que? Ouais. Ouais, c'est ça. Génial. Donc vous avez vu, c'était une intégrale. Donc il faut maintenant voir à quelles conditions le premier terme. Ah, attendez, en fait. Il manque un truc. Juste le DI sur DT, il est au carré dans le. Ouais. Dans le Ben nous aussi, il est au carré ici. Je l'ai juste oublié en fait. Mais il est bon. Il est bien au carré en fait. Il n'y a pas d'opération qui a été faite. C'est juste une question de facteur. Pour ceux qui multiplient la parenthèse. D'accord. Il reste au carré, effectivement. Vous avez bien raison. Donc maintenant, je peux continuer ou pas? On vous demande de conditions qui vous permettent de négliger le deuxième terme par rapport au deuxième, enfin le premier terme, le deuxième terme par rapport au premier, c'est ça? Ouais. Donc ici, il faut voir en gros si on a les conditions de la RQS qui sont respectées pour négliger ce terme. Comment on va faire ça selon vous? Donc moi, déjà, je ferai le rapport entre les deux. Donc j'ai 2 I de t sur dt tout au carré a puissance 4 divisé par 16 c carré I de t a carré sur 2, ce qui est égal, en fait là je fais vraiment juste les calculs de base avec les deux dénominateurs, hein. Il n'y a rien de bizarre. 2 I de t sur dt au carré, il y a le a puissance 4 qui part avec le a puissance 2 qu'on a ici. Donc ici, on a le a puissance a au carré. Et ici, je vais avoir le 8, parce que j'ai 16 divisé par 2, I de t au carré, c au carré. D'accord? Ok, donc je dois prouver que cela est très très petit par rapport à 1. Qu'est-ce que je sais? Je sais que si je regarde en fait les ordres de grandeur, dI de t sur dt au carré,
doit être de l'ordre de grandeur de I sur T. D'accord? Ce qui fait que si je remplace ici, je me retrouve, enfin c'est plus ou moins égal, c'est égal en fait à I sur T, c'est plutôt DI de T, I T au carré. Donc je me retrouve avec I sur T au carré, A carré, 8 I carré d'accord? Donc, et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec A carré, finalement, divisé par C, T, tout au carré. Donc, si A carré, C carré, enfin, implique en gros A carré sur C carré doit être très petit par rapport à T au carré. Je vais continuer à côté, comme ça on ne change pas de feuille. En gros, si je fais un encadré ici, c'est juste que si je change de feuille, on va vraiment perdre tous les calculs qu'on a sous les yeux. Donc si A sur C est très très petit par rapport à T, on a que A sur C est égal en fait au temps. C, c'est quoi? C, on en a déjà parlé. Comment je fais apparaître le C? Le fait d'avoir mu0 epsilon 0 dans mon expression me permet en fait de simplifier, de faire apparaître le C carré, qui après, je garde jusqu'ici. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez un epsilon 0 et un mu0 dans votre expression, il y a moyen de retrouver l'expression de C. Les trois sont reliés. Ici, en gros, je me dis quoi? Je me dis que je fais une approximation. C'est comme si je me mettais un régime, un ARQS, donc un régime lentement variable, d'accord? Et je dis ici qu'en fait, la variation de I de t par rapport au temps, enfin en fait, en gros, il y a une variation tellement lente que je peux dire que I de t est en réalité égal à une constante, grand I, d'accord? Donc c'est comme si je me mettais un ARQS pour voir dans quelles conditions, parce que je cherche les conditions pour simplifier cette expression. D'accord? Ici, je veux simplifier cette expression. Du coup, je regarde quelles sont les conditions dans lesquelles je peux me mettre. Des conditions vraisemblables. Est-ce que vous me suivez? C'est bon pour vous ou pas? Ouais? Donc, si je me mets dans ces conditions-là, je me dis que dans tous les cas, dI sur 2t, il doit être quand même de l'ordre de grandeur d'un courant sur un temps. OK? Et si je remplace tout ça, je trouve que A, c'est-à-dire le rayon de mon solénoïde, est relié au temps et à la vitesse de la lumière par cette expression. Et donc A sur C est égal à quoi? Est égal au temps qui est mis par la lumière. Pour parcourir la distance petit a. Donc, en gros, ici, je me retrouve en fait dans des véritables conditions d'ARQS. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Si ici, en fait, vous êtes en condition d'ARQS, effectivement, vous pouvez négliger le deuxième terme. Le premier, non, n'importe quoi. Quel était le terme qu'on devait négliger? Le premier ou le deuxième? C'est le premier qu'on va négliger. C'est ça? Ouais. OK? Donc ici, c'était en gros, on retrouve les conditions d'ARQS. Ce qui est logique,
Parce que comme vous êtes un ARQS, bah, il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un régime lentement variable. Et donc, la première dérivée, comme le régime il est vraiment très lentement variable, et le bassin annulaire va être égal à 0. Et donc, vous restez uniquement avec le deuxième terme. J'attends que vous terminiez d'écrire pour pouvoir écrire ça, le résultat, à la page d'après. D'accord? Est-ce que ça va, ça? Ouais? Il ne nous reste vraiment plus grand-chose. Je pense qu'on pourra terminer l'exo. Est-ce que je peux changer de feuille? Oui, oui. Ok. Donc vous voyez, finalement, par rapport à OTD qu'on a pu faire, où on changeait de milieu, etc., là, ça reste assez simple. Donc, ça veut dire que si, la fin, ça c'est la fin de la question 11, en gros, si vous êtes un ARQS, U est égal à mu0 pi h n au carré fois I de t au carré a carré sur 2. Donc là, RQS. Ok. Donc, devinez quoi? On va vous demander en fait de calculer la puissance rayonnée. Je préfère utiliser une ligne de plus pour écrire en fait ce que l'on cherche, parce que dans l'énoncé, il y a une information importante pour pouvoir écrire la formule correctement. Donc ici, on vous demande de calculer la puissance rayonnée vers l'intérieur du solénoïde. Pourquoi cela est important? Quelle est l'information en fait implicite? Quand je vais écrire mon vecteur de surface, comment je vais devoir l'écrire? Comment je vais devoir considérer ma surface? Pour rappel, la formule en fait de la puissance rayonnée, c'est ça, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ma formule de la puissance rayonnée. Toutefois, ici, comme je considère la puissance rayonnée vers l'intérieur du solénoïde, mon DSP, il doit être selon quelle direction? Et pour cet exo, on avait trouvé que R, il était parallèle en fait à UR. Et ds, si vous êtes vers l'extérieur, ds, il sera selon plus UR, d'accord? Si vous imaginez votre solénoïde comme ça, bon, j'ai essayé de faire un très bon dessin, mais vous voyez, c'était raté. Donc si ça, c'est votre solénoïde, et vous voulez connaître la puissance rayonnée, vous voulez aller dans cette direction, vous voulez aller vers moins UR. Donc DSP doit être parallèle à moins UR, car on considère la puissance rayonnée vers l'intérieur. D'accord? Donc vous rentrez dans votre solénoïde. Est-ce que cela est clair? Oui? Oui. Ok. Donc si je reprends l'expression du vecteur de pointing qu'on avait calculé au tout début, que je note ici juste pour l'avoir sous les yeux, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé un moins mu0 n carré. Comment je le note ici?
Attendez, juste, je vérifie s'il faut qu'on remplace ou pas. Je l'avais appelé comme ça, je crois. U de T. DU sur DT, donc ça c'est I de T. DU sur DT, ici on avait un petit r, c'est ça, divisé par 2, et là on a un UR. Ok. Donc si je reviens ici, j'aurai quoi? Eh ben, je vais sortir déjà tous ces dont je n'ai pas besoin en fait de mon intégrale pour la puissance rayonnée. J'anticipe en fait un passage. Moins mu0 n carré i de t. Après, on est à un ARQS. Donc, à partir de la question 11, en fait, on est un ARQS. Donc, i de t, je vais l'écrire comme grand I. Je l'ai dit, on est en régime lentement variable. Moins mu0 n carré i di sur dt, tout ça, je peux le sortir. Et en ce qui concerne la puissance rayonnée, c'est comme tout à l'heure, en fait. Vous devez calculer la puissance rayonnée à travers l'élément de surface latérale de votre cylindre. Ça ne peut pas être autrement, sinon votre produit scalaire, il s'annulera dans l'intégrale. Et donc, ici, vous restez avec un AUR, qui vient d'où? C'est de ce qui vient. Ah oui, je sais de ce qui vient. Du premier, oui, parce que vous êtes en fait sur le bord de votre. Ça, on était à l'intérieur en fait du solénoïde. Ici, vous considérez, vous êtes dans le bord, vous êtes sur le bord du solénoïde et vous considérez la puissance rayonnée vers l'intérieur. Qui multiplie donc scalaire à dθ dz UR. Et le moins, il est ici. Hein. Le moins, je l'ai déjà mis ici pour le DSP. Du coup, ça vous fait que la puissance rayonnée dans ce cas est égale à, après résolution de l'intégrale, mu0, on a un moins qui est ici devant, n carré i di sur dt, pi a carré h. Ok? Donc normalement, c'est ça notre pi rayonné. Ouais. C'est quoi, madame, le premier AUR? Le premier AUR, en fait, c'est ce qui te reste ici. Si tu regardes, si tu es un petit r égal à A, c'est ce qui te reste pour ton vecteur de pointing. Sauf s'il y a un facteur 2 qui manque. Il y a peut-être un facteur 2 qui est parti. Attendez, laissez-moi voir. Il y a... Allez. OK. Donc ça, c'est notre expression de puissance rayonnée. Il nous reste le bilan des charges et la puissance cédée aux charges. Normalement, en 2 passages, je le fais. Je vous propose de noter rapidement, comme ça on a 2 questions. Et après, vous pouvez vérifier tous les résultats chez vous. Dites-moi quand c'est bon, peut-être qu'on aura quelques minutes de retard, mais comme ça au moins on aura fini l'exo, parce que sinon s'il faut le reprendre la semaine dernière, s'il faut le reprendre la semaine du 3 mai, à mon avis d'ici là vous auriez tout oublié. C'est fort probable. Du coup, on peut y aller, madame. Comment? On peut passer
On peut passer? On y va? Alors, du coup, maintenant, si on vous parle de puissance CD Madame, aux charges. faut mettre un tout petit peu celle d'avant, j'ai pas totalement fini. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Après, il faut vraiment les refaire. Donc, je vous ai donné les résultats. Je n'ai pas détaillé tous les passages. Merci. Je peux? Hop, oui, c'est bon. Donc, la puissance CD aux charges est égale à 0. Pourquoi? La puissance CD aux charges, donc en fait, à l'intérieur du solénoïde, vous avez du vide. Donc, J est égal à 0. C'est ce qu'on avait utilisé en fait tout à l'heure pour calculer la puissance CD aux charges. Donc, la puissance CD aux charges est égale à 0. OK? Et donc, si ça c'était pour la question 13, donc elle se fait très très vite. Et pour la question 14, juste je ne l'ai pas sous les yeux, on vous demande le bilan d'énergie, c'est ça? On vous demande le bilan local d'énergie électromagnétique. Donc, conservation de l'énergie dans le solénoïde, c'est vous calculez la puissance CD aux charges. Pour le bilan d'énergie, on avait vu tout à l'heure que dU sur dt était égal à quoi? Regardez en haut ce qu'on a fait pour le cylindre conducteur. On a dit que ça, c'est égal à la puissance reçue par rayonnement, donc la puissance rayonnée, moins la puissance, ou plutôt P rayonnée. Attendez. C'est PCD plus P rayonné Ouais. égal à 0. Enfin, Ouais. ça. Égal à du sur dt, ok. Et du coup, en fait, ici, on a que comme la puissance CD est égale à 0, vous avez que du sur dt sera égal en fait à la puissance rayonnée. Ok? Et donc, on a dit que la puissance rayonnée était égale à mu 0 n carré pi a carré h i dI sur dt, ou je ne sais plus si je l'ai appelé I de t et dI de t. D'accord? Et donc, la puissance rayonnée est la puissance reçue de l'extérieur. Madame, Oui. c'est pas donc DU dt plus PCD plus P rayonné égale à 0. Et du coup, là, ça devrait être DU sur dt égale moins P rayonné. Si, alors, DU sur dt. Juste, je vérifie. Et du coup, tu as que DU. Je vérifie avec cette formule. J'aime pas cette P rayonnée. Ouais, mais P rayonnée, en fait, elle est reçue de l'extérieur. Donc, on est bon pour les signes. C'est pas faux. Mais du coup, c'est. Alors, je vérifie juste pour la formule. J'ai un doute. Je préfère vérifier une fois de plus. Ok. Après, on n'est pas du tout passé par la divergence pour nos calculs. On aurait pu. Parce qu'on a div de R. Ouais, on aurait pu passer par l'équation locale avec DUM dt, mais après, c'est pas très grave. Je vérifie. Non, moi, j'ai du dt qui est égal à un moins. Pour moi, ici, c'est un moins. C'était bien ça. PCD plus P rayonné. Peut-être avec des... Vous l'avez avec les moins devant? Ouais. DU. Non, c'est juste que c'est une formule du cours et c'était DU sur dt plus PCD plus P rayonné égale à 0. Mais peut-être Bah oui. Mais non, mais oui, bien sûr. Regarde, en fait, DU
Ici, il y a des moins, en fait. Ici, il y a des moins. Et donc, du coup, ta formule est bonne. Et du coup, c'est moins périllonné juste en dessous ou pas? Ou c'est que périllonné? Alors, en fait, ça dépend. Parce que ce qui se passe ici, ça dépend du sens. Ça dépend en fait de ton sens. Ici, la puissance rayonnée, elle est reçue de l'extérieur. Elle est reçue de l'extérieur, en fait. D'accord? Donc, ton moins, il vient de ça. Moins périllonné. Si tu veux, je mets un moins ici. En fait, tout dépend du système que vous regardez. Si tu regardais de l'intérieur, ton périllonné serait positif parce que tu reçois la puissance de l'extérieur. Si ton point de vue est l'extérieur, d'accord, et tu regardes le bilan d'énergie de l'extérieur, du coup, c'est moins périllonné. OK? Ok, merci. C'est parce qu'on vous a précisé ici que la surface, c'est pour ça que je l'ai précisé, je ne sais pas si c'est clair. En fait, la surface, ici, vous la considérez qui va vers l'intérieur du solénoïde. OK? Ok. OK. Ben, c'est tout bon pour moi.